Alors cette fois, c'est bien l'heure de la table ronde. Donc je vais proposer à Sylvain Lefebvre, vice-président de la communauté de communes RDGF, de me rejoindre, comme Jean-Noël Frexinos, directeur général d'Habitat 44, Dominique Birien de l'ADEME Pays de la Loire, Pierre Lévy, que vous avez déjà entendu ce matin, et Jean-Luc Durand, le président de Solia. Donc le questionnement auquel on va s'attacher dans cette table ronde, c'est évidemment en conclusion par rapport à tout ce qu'on a soulevé comme exemple, comme pratique, comme enjeu et comme débat, à nouveau brasser les idées pour savoir comment on peut concilier ces deux impératifs qui sont la bonne gestion du patrimoine bâti et les objectifs inscrits dans la loi de transition énergétique sur l'efficacité et la sobriété énergétique. Alors Pierre Lévy, justement, vous aviez quelques idées qu'on avait évoquées ensemble à nous livrer sur 2-3 enjeux. Vous en avez souligné certains ce matin, qu'il faut avoir en tête pour régler cette histoire de convergence entre ces deux enjeux, pour faire naître des facteurs de durabilité. Et donc vous aviez un certain nombre d'idées à nous soumettre. Oui, alors la première idée, c'est l'idée qu'en fait l'architecture et l'urbanisme est un des éléments fondateurs de la durabilité. Voilà, on va vers des bâtiments qui sont donc à énergie positive, des bâtiments qui consomment presque plus d'énergie dans leur cycle de vie. Donc on va s'intéresser de plus en plus donc à l'énergie au moment de leur construction. On le voit dans les exposés, notamment avec les matériaux biosourcés, des matériaux qui ont peu d'énergie dans leur fabrication. Voilà, donc si ces bâtiments consomment peu dans leur cycle de vie, le moment de la construction est un moment important. Voilà, et si on veut rentabiliser l'énergie, mais aussi les matériaux mis en œuvre, l'eau mise en œuvre, sur un laps de temps le plus long possible, il faut que ces bâtiments soient de belle qualité architecturale et inscrits dans un urbanisme de qualité. Donc c'était un peu cette idée-là que je voulais vous soumettre. Voilà, il y a l'idée qu'effectivement, maintenant, il faut amortir sur des périodes longues, donc des bâtiments avec de grande qualité, nos bâtiments. Sachant que ce qui fait la durabilité d'un bâtiment, c'est ni les installations techniques, excusez-moi pour les ingénieurs, voilà, les installations techniques, elles ont souvent des durées de vie d'une vingtaine d'années, ni totalement les matériaux biosourcés, bien que je les aime beaucoup aussi, mais voilà, la qualité des matériaux, c'est pas ça qui fait l'usage du bâtiment, c'est vraiment ce qui fait la durabilité du bâtiment, c'est vraiment sa qualité architecturale, sa qualité d'émotion. Voilà, on le voit notamment avec mon associé, quand on travaille sur des bâtiments anciens, ce qui mène parfois à la démolition, c'est quand il n'y a pas de qualité architecturale. Donc voilà, faites de beaux bâtiments. Et on avait évoqué aussi dans les facteurs d'amélioration la question de la référence à la surface, qui est sans doute pas la meilleure entrée. C'est vrai que j'avais préparé, mais je les ai de tête, tout un tas de petites améliorations qui seraient possibles. C'est vrai que quand on se retrouve comme ça, publiquement, ensemble, c'est peut-être l'occasion de dire qu'est-ce qui nous fait perdre du temps et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Alors j'en ai plusieurs, c'est un peu prosaïque, c'est moins poétique que l'architecture et l'émotion. Voilà, nous on bute sur effectivement ces questions de surface. Voilà, la réglementation thermique maintenant est sur la Shun RT, qui est encore une définition compliquée, qui est un peu plus simple que la Shun tout court, qui était vraiment absurde. Néanmoins, on perd du temps à expliquer que cette Shun est différente de la surface habitable. Alors pourquoi pas passer directement à la surface habitable? La surface habitable est la surface la plus connue des concitoyens. C'est celle qu'on retrouve dans les contrats de location, dans les contrats de vente, dans les DPE. Donc pourquoi s'embêter d'une surface qui est différente pour quelques petits mètres carrés qui se baladent par-ci? Voilà. Par ailleurs, les énergéticiens, les grands cabinets qui travaillent sur l'énergie, voilà, comme Olivier Sidler, Pouget, je pense que vous faites pareil. Souvent, vous ramenez vos consommations sur la surface habitable. Donc, on le voyait bien dans les tableaux de ce matin. On est obligé de faire des conversions entre la Shun, la surface habitable, la Shun RT, enfin des trucs qui sont sans intérêt pour la collectivité, qui nous font perdre du temps. Donc, bon, voilà, pour ceux qui travaillent sur la construction de la loi, on pourrait simplifier de ce point de vue-là. Mais j'en ai d'autres. Oui, il y en avait une notamment sur le cycle le cycle de vie du patrimoine et son rapport à sa consommation énergétique. C'est-à-dire qu'on pouvait peut-être assumer dans la priorisation des bâtiments qui ont 80 ans, ils ont un
un passif, mais qui est inscrit dans une certaine durée. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je veux faire allusion. Je me souviens plus bien, mais bon, les 2-3 trucs qu'on peut améliorer, je peux vous les dire en vrai, puis après je vous laisse la parole. Il y a les coefficients de transformation en énergie primaire et en énergie finale. Donc on se traîne des coefficients qui sont dits conventionnels, qui sont liés à la loi. Et toujours pareil, nos ingénieurs qui travaillent sur l'énergie prennent d'autres coefficients. Donc on est obligé de faire des tableaux à entrées multiples pour comprendre. Donc si nos ingénieurs ont raison, voilà, il faudrait modifier ceux qui sont dans la loi. Parce que c'est préjudiciable, ça nous fait perdre beaucoup de temps, ça nuit à la compréhension, donc il n'y a pas d'amélioration possible sans compréhension des systèmes. Voilà, donc ça nous fait perdre du temps, ça nuit à la compréhension. Et par ailleurs, ça pose un problème quand même plus majeur, puisqu'on fait des comparaisons, je dirais, en énergie primaire des différents systèmes de chauffage énergétique. Donc si nos coefficients sont faux, le résultat est faux, donc c'est bien dommage. On a aussi autre chose sur la température. C'est vrai qu'on a une température réglementaire de 19 degrés. Je ne sais pas s'il fait 19 degrés dans vos appartements, mais il ne fait généralement pas 19 degrés dans aucun appartement sur toute la France. Toutes les campagnes de mesure qui ont été faites montrent que les températures elles sont plutôt autour de 21, 22, 23 degrés dans les appartements. Donc pareil, quand on a des calculs réglementaires qui sont faits aux 19 degrés, après il faut expliquer à nos futurs clients que la température de 19 degrés, vous ne serez certainement pas à 19 degrés. Donc on a des consommations supplémentaires liées à l'augmentation de la température et ça ne veut pas dire que les calculs sont faux. Merci beaucoup Pierre Lévy. On va s'arrêter là, on va poursuivre notre table ronde et vous libérer. Merci encore. On peut merci à l'applaudir. vous, merci de m'avoir accueilli. Alors, on va poursuivre avec Sylvain Lefeuvre. Vous êtes donc vice-président de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres. Vous faites partie de ces collectivités qui, dans le cadre de la loi de transition énergétique, possèdent une plateforme territoriale de transition énergétique, en tout cas sont dans cette démarche. Mais surtout, vous aviez, avant cette plateforme, un PIG, rénovation énergétique, depuis 3 ans. Et c'est justement ce qui nous intéresse, c'est que vous nous fassiez part des enseignements que vous avez tirés sur cette problématique patrimoine et efficacité énergétique à la lueur de cette expérience de PIC sur votre territoire. Oui, donc oui, effectivement, donc je suis élu à Nort-sur-Erdre, donc et vice-président à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres. Donc juste 2 mots sur le territoire peut-être. Donc c'est une communauté de communes d'à peu près 60 000 habitants au nord de Nantes, qui est constituée de communes à peu près équilibrées, de taille qui va pour la plus petite à 2500 habitants jusqu'à 8500, 9000 habitants. Treillères, Grandchamp, Nort-sur-Erdre, et puis les plus petites Casson, Notre-Dame-des-Landes, bien sûr, et Touches. Donc un territoire périurbain avec des caractéristiques rurales, donc des centres-bourgs, mais aussi beaucoup de villages, beaucoup de hameaux, avec des maisons rénovées, et puis encore un gros potentiel d'habitat en milieu rural à restaurer. Donc c'est à partir de ce constat-là que nos prédécesseurs ont décidé avec notre partenaire ex-centre de l'habitat, Solia maintenant, de mener une étude préopérationnelle de PIG en 2012. Donc à partir du 1er janvier 2013, on a mis en place ce qu'on appelle un PIG, donc un programme d'intérêt général, qui avait pour thème unique l'énergie. Donc on a décidé d'aider les habitants qui souhaitaient se lancer dans cette démarche-là pour rénover leur habitation. Donc on aidait exclusivement à l'époque les propriétaires occupants. Donc c'était essentiellement des travaux d'isolation et de remplacement de chaudière. On avait un dossier moyen d'aide autour de 21 500 €. Donc on a aidé pendant un peu plus d'1 an et demi 115 dossiers, qui se sont répartis sur à peu près toutes les communes. Donc ça nous a donné l'idée aussi d'aller un petit peu plus loin. Donc c'est un cheminement qui s'est fait avec les années, avec l'expérience. Donc après ce PIG énergie, on a décidé d'élargir un petit peu les aides, puisque donc ça correspondait à la relance du programme Habiter mieux avec l'ANA sur notre territoire. C'est des aides qui ont été complétées par la région, par le département, mais également par la communauté de communes qui aussi a fait le choix d'inciter aussi les propriétaires à se lancer dans cette rénovation. Donc on a élargi ensuite, après cette opération, dans ce qu'on a appelé un PIG multithème.
Donc en plus de la précarité énergétique, on a visé au maintien à domicile des personnes âgées, hein, donc avec des travaux d'adaptation de l'habitat. Donc ça consistait par exemple à faire des douches au rez-de-chaussée, des choses comme ça, et aider les personnes un peu plus âgées, un peu plus dépendantes à rester chez eux. Donc là, on est à peu près à un peu plus d'un an de bilan de PIG multithème. Il y a une forte demande, ça marche bien. Donc on vise non seulement les propriétaires occupants, mais aussi les propriétaires bailleurs. Hein, donc on essaye de toucher le plus de monde possible. Donc voilà, et c'est à partir de cette deuxième opération-là, hein, qui a été menée donc, et qui prend la forme d'un certain nombre de permanences réparties sur l'ensemble de notre territoire, avec le centre de l'habitat qui du coup renseigne tous les habitants par téléphone mais aussi physiquement sur les aides possibles. Donc on a mis en place avec le CAUE une réflexion sur la mise en place d'une plateforme de rénovation énergétique, hein, qui du coup, puisqu'on voit bien qu'il y a des enjeux environnementaux mais aussi économiques, puisque c'est pour nous c'est des emplois non délocalisables, hein, puisque c'est essentiellement les artisans du coin qui du coup réalise ces travaux-là, donc c'est très important. On se rend compte aussi, vous l'évoquiez à un moment, que les subventions, je vous donnais un montant moyen par dossier tout à l'heure de 21 000 €, mais ça génère derrière un montant de travaux bien supérieur. Donc c'est vrai que c'est très important. Et puis donc l'idée et le cheminement qui a été fait, c'est de dire qu'avec cette plateforme, donc on veut mobiliser les professionnels, hein, en incitant au groupement de commandes, mais aussi à la labellisation RGE, et aussi essayer de bien informer tous les habitants, pas seulement les bénéficiaires des aides de l'ANA, mais aussi tous les particuliers lambda qui peuvent se renseigner et qui pourront du coup venir dans différentes permanences se renseigner sur les différentes aides possibles ou les différents, du moins, artisans qui sont susceptibles de répondre à leurs besoins. Voilà, donc là on est en étude de préfiguration à laquelle on a associé dès le début d'ailleurs le CAUE et on espère aboutir d'ici quelques mois. Quel regard vous portez justement dans votre démarche rénovation énergétique sur les différentes formes de patrimoine que détient la commune, entre l'existant et dans toute sa variété, mais aussi des éléments peut-être exceptionnels comme un vieux manoir. Enfin, comment vous travaillez ces différentes appréciations de votre patrimoine dans le territoire par rapport à cet objectif de rénovation énergétique? Alors, question d'actualité. On a effectivement, on avait pour idée d'essayer de rénover un patrimoine un peu ancien sur la commune, mais on voit bien que c'est pas toujours simple. Il y a des coûts de construction qui vont être bien supérieurs à ce qu'on avait imaginé au début. Donc peut-être qu'on va se réorienter en essayant de garder quelques éléments de ce patrimoine-là pour garder une forme de mémoire, mais que c'est pas toujours très simple de se lancer dans une rénovation complète. Bon, c'est des choses qui vont mûrir aussi. On doit, je pense, en tant que collectivité, essayer d'être exemplaire dans ce domaine-là. Malheureusement, on est aussi confronté à des limites budgétaires. Et la réalité économique d'aujourd'hui n'est pas forcément celle d'hier. Donc les subventions qui accompagnent ce type de dossier sont aussi de plus en plus rares. Donc peut-être qu'il faudra accepter de phaser certainement des projets ou de les imaginer sur plusieurs années au lieu de les faire sur un seul mandat, par exemple. Merci. Alors, on va poursuivre cette discussion avec Jean-Noël Frexinos. Vous êtes directeur général d'Habitat 44, un bailleur social. Et voilà, je crois que ce qu'évoquait justement Sylvain Lefebvre concerne aussi Habitat 44. Donc comment, du coup, en tant que bailleur social, on essaye de concilier des contraintes qui sont fortes sur le plan économique et un objectif d'amélioration de l'habitat, et en particulier en matière de rénovation énergétique. Peut-être en nous recitant en quelques mots, ce que je ne l'ai pas fait, Habitat 44, parce que tout le monde ne connaît pas forcément exactement l'étendue d'intervention du bailleur que vous êtes. Oui, alors très rapidement, 3 chiffres pour caractériser Habitat 44, qui est l'office public départemental de logement à loyer modéré, comme on disait autrefois. Habitat 44, c'est 7500 logements sur tout le département, répartis sur 134 communes, et très majoritairement composé de logements collectifs, puisqu'on a 75% de notre parc qui est
en collectif, mais 25% simplement en individuel. Alors, pour répondre à votre question, puisqu'on avait évoqué la question de l'impératif économique confronté à la nécessité de la rénovation énergétique, je vais essayer de structurer mon propos en 3 points. D'abord, pour repartir de ce qu'est le parc social, et évidemment c'est une histoire qui se retraduit au travers du parc de logement. Pour ensuite venir sur la question des paradoxes auxquels sont confrontés, enfin est confronté Habitat 44, mais je crois l'ensemble des bailleurs sociaux. Et enfin, aborder peut-être la question de la place des usagers et des locataires. Donc, évidemment, le parc social d'Habitat 44, c'est une construction historique. Et j'entendais ce matin une remarque très intéressante sur quand les différentes phases de construction. Et donc, on est sur un parc social qui s'est essentiellement constitué après-guerre. Grosso modo, au plan national, on est sur 45% construit entre 48 et 75, et puis 45% après 75. Donc on voit bien que les plus vieux patrimoines sont assez marginaux. Donc pour ce qui concerne les bailleurs sociaux et Habitat 44 en particulier, on a des enjeux patrimoniaux, au sens propre du terme, assez faibles, sauf quelques interventions sur du bâti ancien dans le cadre d'acquisition-amélioration. On a notamment un des biens particuliers, un bien qui doit dater du XVIe siècle à Guérande intramuros. Autant vous dire que faire une rénovation énergétique sur celui-là, ça se pose de manière un peu compliquée. Donc on a des enjeux thermiques qui sont forts, comme on l'a vu ce matin, et notamment, et d'abord sur le pavillonnaire diffus, celui qui a été construit dans les années 70, 80, 90, et qui a pour particularité d'avoir été construit sur des modes de chauffage liés à l'électricité, voilà, les fameux GRIP. Donc pour Habitat 44, c'est 1000 pavillons à rénover, soit à peu près 13% de notre parc. Et c'est un volume financier estimé à entre 15 et 20 millions d'euros, le tout devant être engagé dans les 6 prochaines années. Donc on vous dire qu'il y a des enjeux qui sont forts. Et au plan national, pour mémoire, il y a un objectif qui a été validé avec l'État de rénover thermiquement 120 000 logements par an. Voilà, on était à 25 000 euros en 2012, on vise 120 000 en 2017. Donc voilà, il y a des crans qui sont franchis. J'allais dire qu'on l'a évoqué lors de l'entretien préparatoire, les enjeux sur le neuf sont sans doute un peu moindres en termes de qualité énergétique, puisque les normes sont là pour consolider ces affaires-là. Elles sont évidemment énormes, puisque le secteur du logement social emporte aujourd'hui à peu près 30% de la production de logements neufs. Voilà, donc ça c'est le premier volet, c'est pourquoi est-ce qu'on est intéressé à ces questions de rénovation énergétique. Ensuite, il y a la question des paradoxes auxquels les bailleurs sont confrontés, parce que sur le financement de la réhabilitation, on dispose d'un certain nombre d'outils. Ceux qui sont développés par la Caisse des dépôts et consignations, le FEDER, les aides diverses des collectivités, de la région, etc., plus un peu de mobilisation de fonds propres quand même. Et puis on a un outil qui est la 3e ligne de quittance, c'est-à-dire qui consiste à faire cofinancer par les locataires les travaux d'amélioration énergétique. Pour le neuf, ce n'est pas le cas. On a un peu moins d'outils qui permettent de construire de prendre en compte les évolutions des normes. Donc, je crois que les bailleurs, tous ensemble, plaident pour qu'on calme un peu l'inflation des normes sur le logement neuf. En tout cas, dans les deux cas, on est face à des attendus qui sont très techniques, très normés. On voit bien que la norme, elle est technologique. Ce qu'évoquait M. Lévy tout à l'heure, les 19 degrés, c'est quelque chose qui a été construit, je ne sais pas par qui, je ne sais pas où, mais en tout cas, ça correspond assez peu à des questions d'usage en tant que tel. Et puis, on est aussi sur des dimensions très prospectives, avec des retours sur investissement qui sont très longs. Et en face de ça, on a une promesse qui est adressée aux locataires, qui est parfois, j'allais dire souvent, déçu, puisque les locataires, eux, attendent des retours sur, j'allais dire des retours sur investissement, en tout cas, une promesse qui, elle, se situe à court terme. 3 exemples. Typiquement, l'exemple de la connexion de nos patrimoines sur les réseaux de chaleur urbains, c'est évidemment un très bon calcul
macro et à long terme pour les locataires qui sont connectés au réseau de chaleur. Souvent, ça se traduit par une augmentation de leur facture énergétique. Le deuxième exemple, c'est les coûts d'entretien que certains équipements performants engendrent pour les locataires. Quand on met du solaire, il y a des coûts d'entretien qui sont plus élevés que les équipements traditionnels. Et puis, on a eu quelques exemples de nouvelles opérations construites en passif, voire en énergie positive, qui, faute d'appropriation par les logements, par les locataires des logements, ont généré de la déception, voire de la récrimination. Et on voit bien qu'on est là dans la confrontation entre les besoins, les normes et les comportements. Et donc j'en viens à mon troisième volet, je vais essayer de... Je crois que j'ai pris trop de temps. C'est la place des usagers et des locataires. Et comment est-ce que les bailleurs sociaux sont amenés à accompagner ces comportements? Alors ça, trois maîtres mots, c'est informer, former et accompagner. On a un enjeu important d'information en amont des opérations de réhabilitation. On doit plus et mieux communiquer vis-à-vis des locataires et en diversifiant les supports parce qu'on a une diversité de personnes en face de nous, de perception, des enjeux, etc. Donc on doit à la fois livrer de l'écrit, des supports, des guides, des plaquettes, etc. Et puis on doit aussi pouvoir délivrer de l'information orale, parce que pour certains de nos locataires, c'est comme ça qu'on fait mieux passer l'information. Et puis on doit être plus centré sur la compréhension du fonctionnement des équipements. Le deuxième élément, c'est la formation. Alors là, c'est difficile, parce que ça peut être vécu comme une intrusion dans la pratique, dans la gestion domestique de nos locataires. Donc nous, on plaide pour essayer de développer des technologies les plus simples possibles, parce qu'on a des locataires qui ont 1000 préoccupations en face d'eux, et pour lesquels, finalement, la question énergétique elle doit être simple à manipuler. Voilà. On doit avoir des outils qui sont pas compliqués. Voilà. Donc on sait que certains programmateurs, thermostatiques, etc., faut être pilote de ligne parfois pour les manipuler. Donc voilà, mais c'est la même chose sur les VMC, les circulations d'air, etc. Comment comprendre que au travers d'une bouche d'air, il y a de l'air frais qui rentre? C'est un peu antinomique avec l'idée qu'on fait des économies d'énergie. Et puis, donc, du coup, ça nous amène directement sur le troisième volet, et je vais conclure là-dessus, c'est sur la question de l'accompagnement. Parce que, d'abord, on a, nous, une rotation de locataires. On a environ 12% des locataires, une rotation de 12% sur notre parc. Donc, il faut qu'on arrive, non pas en un coup, mais de manière un peu permanente, à favoriser l'appropriation. Et là, on a trois outils, je dirais. D'abord, développer une approche globale qui intègre d'autres catégories, pas que l'économie d'énergie. On doit pouvoir parler, par exemple, des questions de tri sélectif, des encombrants, de la qualité de l'air, de la gestion domestique. Je discutais tout à l'heure avec Patrick Nézin à Couëron. Il y a eu un travail qui a été réalisé autour de la cuisine, enfin d'un certain nombre de choses, parmi lesquels viennent s'insérer des éléments liés à la maîtrise des énergies. Donc voilà, cette approche globale permet de donner du sens à l'usage du logement. On doit travailler aussi avec des acteurs, alors soit des travailleurs sociaux, j'en parlais à l'instant, des associations, la CLCV fait beaucoup de travail sur le sujet pour développer ces médiations, soit s'appuyer sur des locataires relais, donc essayer de favoriser cette appropriation citoyenne des enjeux par les locataires eux-mêmes, soit nous-mêmes développer des personnels dédiés. Donc se pose la question de la confiance. Comment est-ce qu'un locataire fait confiance à un personnel du bailleur pour être sûr qu'il lui apporte la bonne réponse à ses problématiques? Et puis dans l'autre sens, comment faire en sorte que des personnels du bailleur ne perçoivent pas les locataires comme des râleurs, impénitents, mais bien comme des gens qui sont en demande d'accompagnement? Et le dernier mot peut-être, c'est de dire que sur ce sujet-là, c'est peut-être... alors il y a des expérimentations qui sont menées par plein de bailleurs, c'est sûrement le sujet sur lequel on est le moins outillé, peut-être le moins appuyé, et sur lequel on a le plus besoin, de mon point de vue, en tout cas à Habitat 44, de développer de l'ingénierie et d'être appuyé en ingénierie, c'est cette question de l'accompagnement permanent de nos locataires. Merci beaucoup.
Alors justement, on va changer la donne dans le déroulé finalement, mais c'est pas très grave. Dominique Birien, donc vous êtes à l'ADEME, Pays de la Loire. Est-ce que vous pourriez d'abord resituer votre fonction à l'ADEME, parce qu'il faut devoir le savoir, mais je ne suis pas en capacité de le préciser, je vais vous laisser le préciser. Peut-être nous dire quelle est justement votre approche du conseil et de l'accompagnement des particuliers sur cette question de la rénovation énergétique, et peut-être en rebond à ce qui était souligné ici sur la pédagogie des modes de vie et des usages qui vont avec ces nouveaux bâtiments BBC ou positifs, du regard que vous portez sur l'effet rebond, hein, qui a été un petit peu analysé et décrit, donc de surconsommation. On est dans des bâtiments qui devraient nous amener à moins consommer. En fait, on adopte des comportements, des modes de vie qui ne sont pas forcément adaptés au logement dans lequel on se trouve, et on a tendance à surconsommer. Donc j'aimerais avoir votre regard aussi, ADEME, sur le sujet. Mais peut-être déjà ce que vous apportez, vous, en conseil et en facilitation pour ceux qui veulent se lancer dans ces projets de rénovation énergétique. Alors, donc, je suis Dominique Birien, je suis ingénieure à l'ADEME et je travaille sur le secteur du bâtiment. Alors, tout simplement, de manière très directe, à l'ADEME, on n'intervient pas pour le particulier. Donc, voilà, on n'a pas de conseil direct en direction des particuliers. Par contre, on essaie de mettre en place donc, les fameuses plateformes de rénovation énergétique, les points rénovation info-service, donc avec les espaces info-énergie. Enfin bon, voilà, il y a tout un dispositif pour le particulier. Donc nous, on n'est pas en contact directement avec lui. Par contre, effectivement, on constate, nous aussi, que les particuliers, dans les opérations dites expérimentales, que ce soit en œuvre comme en réhabilitation, on n'atteint pas les performances qui étaient annoncées. C'est systématique. Je crois que toutes les évaluations qu'on a pu faire, il n'y en a aucune où on atteint les performances qui étaient annoncées. Alors, pour, à mon avis, plein de raisons. On met beaucoup ça sur le compte de l'occupant, mais peut-être pas toujours. Je pense qu'effectivement, on a des calculs. Il faudrait qu'on arrête de dire que quand on a fait le calcul, on arrive à tant de kilowattheures par mètre carré et tout. Il faut qu'on arrête de dire aux gens que c'est ça qu'il faut consommer. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ce sont des calculs tout à fait théoriques, qui sont basés sur des hypothèses tout à fait théoriques et qui ne tiennent pas compte voilà, un bâtiment, ça s'occupe, ça s'habite, les gens vivent dedans, enfin bon, voilà. Et on leur met à disposition, effectivement, comme vous le disiez, peut-être des dispositifs un peu trop complexes qu'ils ne savent pas bien gérer, enfin bon, voilà. Je crois qu'il y a tout un environnement qui explique qu'on n'atteint pas les performances qui ont été annoncées. Et c'est pas toujours de la faute de l'occupant, du locataire, du propriétaire. Donc ça, c'est une des choses qu'on essaie de défendre nous. Il y a aussi la mise en œuvre. Hein, c'est pas toujours bien réalisé non plus tous ces chantiers. C'est le monde du bâtiment, hein, donc on sait un petit peu ce que ça donne aussi. C'est pas toujours, même s'il y a de gros progrès qui sont faits, des formations et tout, n'empêche que on a encore constaté certaines malfaçons quand même. Donc voilà, sur ce sujet-là. Alors sur les plateformes peut-être. Oui. Donc les plateformes de rénovation énergétique, on est dans un contexte qui est un petit peu complexe aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire comme ça. On avait jusqu'à maintenant des points rénovation info-service, donc les PRIS qui existaient, qui étaient donc... alors ici en Pays de la Loire, il y en a dans chacun des départements, il y en a même 2 ici en Loire-Atlantique, qui couvrait donc l'ensemble du territoire, qui était là donc pour donner du conseil et de l'information aux particuliers. On a cette loi de transition énergétique qui est donc arrivée cet été, au mois de juillet, au mois d'août, je ne sais plus exactement, qui dit maintenant ce ne sera plus des points rénovation info-service, ce sera des plateformes de rénovation énergétique. Avec finalement, quand on regarde bien, une définition qui est un peu la même, sauf que ce sera à l'échelle d'un EPCI et non plus à l'échelle départementale comme c'était organisé aujourd'hui. Départementale ou autre d'ailleurs. Aujourd'hui, il n'y avait pas de structuration bien établie. Parallèlement à ça, il y a les plateformes de rénovation énergétique avec le cahier des charges ADEME, qui est, elle, complètement différente, avec une exigence beaucoup plus poussée. Enfin bon, c'est un petit peu ce qui va se mettre en place normalement sur la communauté de communes Erdre-et-Gesvres, puisqu'on est parti un petit peu sur ce dispositif.
Là, on n'est plus uniquement dans le conseil et l'information, on est vraiment dans de l'accompagnement du particulier. On l'accompagne tout au long de son projet, au moment où il doit choisir les devis, au moment, même pendant la phase de travaux éventuellement. Il y a un suivi après travaux. Enfin bon, voilà, on est dans un accompagnement beaucoup plus complet. Donc voilà, on a un paysage aujourd'hui qui est un petit peu complexe. On a les prises qui existent, on a les plateformes qui vont s'organiser, puis on a les plateformes de l'ADEME et de la région d'ailleurs, puisqu'on est sur le même dispositif, qui vont continuer à se mettre en place. Pour l'instant, il y en a assez peu dans la région, mais enfin ça continue. Enfin bon, voilà, le paysage est un peu complexe aujourd'hui. Sur la question de la convergence ou de l'opposition entre la gestion du patrimoine et les objectifs d'efficacité énergétique, où voyez-vous que ça coince? Où sont les éléments de progrès dans les acteurs? Oui, alors moi je pense pas que ça coince. Enfin, je pense que les choses s'organisent. Bon, quand on est sur des... Il faut reconnaître que la plupart du temps, quand on parle de rénovation énergétique, on parle souvent du petit pavillon de banlieue, de la maison qui n'a pas a priori de caractère architectural bien établi. Je dirais que là, il n'y a pas de difficulté particulière, quoi. Où on peut avoir effectivement quelques inquiétudes, c'est effectivement quand on attaque les centres-villes. Bon, si on parle du centre-ville de Nantes, si on parle de certains centres-villes anciens et tout, effectivement, faut se poser des questions. Mais voilà, faut que tout le monde travaille ensemble sur ce type de bâtiment. Moi, je reste persuadée qu'il faut quand même faire de l'amélioration énergétique de ces bâtiments. Parce que, bon, alors aujourd'hui, on a une énergie qui n'est pas chère, donc ça ne pose pas de grosses difficultés. Si les coûts d'énergie augmentent sensiblement, on va se retrouver avec des logements qui vont être soit réservés à une population très aisée, soit des logements vides. C'est-à-dire que ces logements ne pourront plus être habités parce que trop onéreux en termes de consommation énergétique. Donc il faut vraiment que tout le monde travaille ensemble et il faut travailler sur ce type de patrimoine, c'est clair. Merci. Alors vous venez de soulever justement un questionnement qu'on va prolonger avec Jean-Luc Durand, président de Solia. C'est un sujet qu'on a peu évoqué aujourd'hui, mais qu'il est nécessaire d'évoquer maintenant, c'est la question de la fracture énergétique. Donc il y a un certain nombre de conditions qu'on vient d'ailleurs d'évoquer qui peuvent conduire à cette situation. Il y a aujourd'hui 3,4 millions de ménages qui sont touchés, ça fait à peu près 13% de l'ensemble des ménages français qu'on considère en situation de précarité énergétique. On constate quand même que 70% d'entre eux appartiennent au quart des foyers les plus défavorisés et qui sont plutôt, pour 50% d'entre eux, ils ont plus de 60 ans. Donc c'est juste pour faire la transition avec les difficultés que vous constatez précisément dans l'accès à la propriété de ces ménages modestes, en particulier dans le bâti ancien. Quand il n'y a pas le conseil, il n'y a pas l'accompagnement nécessaire, on se trouve dans des situations inextricables pour ces ménages que je vous laisse évoquer. Oui, tout à fait. Mais peut-être avant, resituer effectivement l'action de Solia pour l'habitat. Peut-être représenter aussi rapidement que ce nouveau nom, le nouveau mouvement est issu de la fusion des deux fédérations dont Pacte Tarim. Donc on a dans nos gènes beaucoup de choses de ce qu'on a pu entendre, de ce qui a été dit aujourd'hui, et puis de la Fédération Habitat Développement, regroupant nos forces, nos expertises pour être plus efficaces par rapport effectivement aux enjeux. Alors les enjeux portent, comme vous l'avez dit, sur cette rénovation énergétique, mais ils ne portent pas, je suis tout à fait d'accord avec ce que je veux dire aussi bien, il faut raisonner de manière globale, comme d'ailleurs dans le parc, je dirais social, permettait institutionnel par rapport au parc social privé. Et donc notre mission, Solia, c'est d'accompagner les collectivités dans leur démarche, dans la mise en place de leur plan d'action. Et notre mission, c'est d'accompagner aussi l'habitant. L'habitant, il est quand même au cœur, parce que l'habitat, j'ai bien noté dans ce qui a été dit, l'habitat, c'est un élément du patrimoine. Un patrimoine est toujours composé, pour moi, un petit peu d'un stock et d'un flux. Et ça rejoint ce qui a été dit ce matin, c'est que le flux, il est vivant. Alors, on viendra d'ailleurs sur le flux, parce que le transfert de propriété est un des éléments où les mutations sont des éléments, effectivement, je dirais, de flux.
Alors, dans l'habitat privé, on ne peut pas être aussi générique et global que dans le logement social, bien entendu, institutionnel, parce qu'on est là sur du cas par cas. On a vu l'exemple des copropriétés, avec la complexité d'intervenir sur une copropriété. La complexité aussi dans les discours aujourd'hui qui sont portés par les uns et les autres, hein, parce que, comme ça a été dit, profusion. Je reviens sur la copropriété avec le changement des menuiseries. Il est évident que des propriétaires, qu'ils soient bailleurs ou occupants, et à ressources modestes, peut-être qui plus est, bon, ils entendent qu'il faut changer de menuiserie, ils ont un crédit d'impôt, bon, ils interviennent. Avec ce genre, par exemple, d'intervention simplement un peu publicitaire, commerciale, c'est comme ça qu'on peut contribuer à bloquer encore plus des situations d'une approche globale et de traiter globalement, effectivement, le bâti et la problématique de l'habitant. Donc, moi, je demande peut-être à revisiter un petit peu les politiques publiques en la matière et de clarifier effectivement les situations, parce qu'il ne faudrait pas confondre vitesse et précipitation. Il y a effectivement, et dans la vitesse de prise de décision, il y a parfois l'aubaine, je dirais, soit d'un concours financier ou fiscal, hein, mais qui est un peu le miroir aux alouettes, et qui peut conduire à ce que j'appelle un peu la double peine. J'y reviendrai après sur le volet accession. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui dans de l'habitat aussi enfin, individuel ou personnel, qui n'est pas collectif, à la différence de copro, que beaucoup de nos concitoyens, hein, de conditions modestes, voire très modestes, c'est un peu le champ aux alouettes, c'est-à-dire c'est celui qui va passer, qui va voir, qui va leur vendre effectivement un produit, et qui n'est pas le produit qui va apporter effectivement satisfaction pour réduire leur précarité énergétique. Hein, on est dans, vous savez, les modes du mouvement. Alors on a tout eu, hein, vous connaissez aussi bien que moi, je ne sais pas revenir, les panneaux solaires, les menuiseries, et ainsi de suite. Ce qui se passe, c'est que souvent la personne va faire un choix par rapport simplement à une approche commerciale. Elle va réduire assez faiblement sa dépendance énergétique. Elle va éventuellement, si elle a de faibles ressources, en plus s'endetter ou mettre toutes ses petites économies pour effectuer ses travaux. Et ensuite, quand va venir effectivement la question de vraiment réduire sa précarité énergétique, qui peut être dramatique demain si les coûts de l'énergie remontent, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on s'en rend un peu moins compte, hein, avec des coûts d'énergie qui sont ont plutôt été orientés à la baisse ou qui sont dans une relative stabilité. Et là, ça devient ce que j'appelle la double panne, parce qu'il n'y a plus la capacité financière à faire. Et moi, je voulais attirer l'attention de tous, hein, profiter, si vous voulez, sur cet aspect. Et nous, Solia, on s'inscrit tout à fait dans cette réflexion globale. C'est pour ça que c'est important, l'énergie étant d'ailleurs un paramètre. On a parlé, vous l'avez dit, que beaucoup de l'habitat était aussi propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, avec des personnes vieillissantes, qui peuvent être fragiles, vulnérables sur d'autres critères que les aspects financiers. Et quand on vient faire un diagnostic, ça doit être un diagnostic complet, effectivement, de l'habitat par rapport à l'habitant. Et comme vous l'avez souligné les uns et les autres, l'habitant, il est différent. Il n'y a pas un habitant, si vous voulez, je dirais type. Hein, on peut avoir des prototypes d'habitants, hein, des manières de se comporter. Hein, mais il n'y a pas un standard unique, hein, totalement universel, ce qui explique d'ailleurs qu'ensuite, en fonction des options, si on a pris simplement, je dirais, un produit standard, on n'aura pas du tout les mêmes résultats sur les consommations et sur l'efficacité. Donc ça veut dire effectivement qu'il y a une démarche en amont. La première chose, c'est qu'il y a une démarche en amont par des gens qui sont des généralistes et qui sont experts aussi en la matière. On ne peut pas laisser ça simplement à une offre marchande, enfin du système marchand, avec, on reconnaît ses limites, hein, on peut critiquer, mais ça doit être encadré. Donc ça, c'est effectivement fondamental. Et pour vous illustrer, peut-être, pour aller un peu plus loin par rapport à votre question, devant cette problématique, et qu'on a ressenti, nous aussi, sur notamment l'accession sociale, ou très sociale dans le privé. Aujourd'hui, un certain nombre de gens de conditions modestes ne peuvent plus acheter dans le neuf, sur un certain nombre de territoires. Il existe effectivement encore du PSLA, enfin un certain nombre de dispositifs, mais qu'on ne trouve pas sur un certain territoire. Notamment dans les territoires un peu plus périurbains, ça peut être le cas sur notamment Erdrechève ou dans des territoires plus ruraux.
effectivement, les gens vont aller chercher un bien dont le prix est en adéquation avec l'effort financier qu'ils peuvent porter. Et ils vont acheter ce bien à une valeur, mais une valeur qui, finalement, est la valeur pour eux d'un bien pour se comporter dans un habitat qui serait normal au standard d'aujourd'hui. Or, malheureusement, ce bien n'est pas du tout au standard d'aujourd'hui. Et là, on voit des sinistres arriver dans l'accession sociale, ensuite où il faut... c'est-à-dire, quand j'ai dit sinistre, ça peut se traduire par glisser dans le logement insalubre, voire un taudis, parce que les gens, entre la précarité énergétique et un certain nombre de choses qu'ils ne peuvent plus faire, puis ils n'ont plus de moyens d'emprunter là non plus. Si vous voulez, le plan de financement a été fait par rapport à leur capacité de financement. Ils ont acheté un bien peut-être à 100 000, parce qu'ils ne pouvaient pas acheter un bien à 150 000. Ce qu'on a oublié, effectivement, de leur dire, et à peu près tous les gens qui les ont vus, c'est qu'ils avaient 50 000 de travaux pour pouvoir vivre normalement dans leur bien. C'est dans des conditions d'hygiène, de qualité qu'on trouve partout, y compris bien sûr, préférence dans le logement social aujourd'hui, voilà, où on a des bonnes conditions d'habitabilité, mais les conditions, effectivement, pour éviter la précarité énergétique, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des passoires et où ils auront des factures tout à fait raisonnables de consommation énergétique. J'en passe sur les systèmes d'assainissement et beaucoup d'autres choses. Et quand vous additionnez tout ça, il est fréquent que vous arrivez à travaux minimum pour avoir un bien correct. Je ne parle pas un super bien, 50 000 de travaux. Et pas de capacité. Donc, on a la double peine et on détruit effectivement des personnes. Donc j'attire vraiment l'attention là-dessus. Et à partir de ça, nous avons réfléchi, avec effectivement l'équipe de direction de CELIA Loire-Atlantique, de lancer, je dirais, une nouvelle prestation d'expertise, je dirais, et d'accompagnement du futur acquéreur pour l'achat de son bien. En lui proposant d'abord une visite du bien en question, c'est la première étape. Ça marche pas, il souhaite continuer. Ensuite, on lui, en fonction également peut-être de son mode d'habiter, de sa composition familiale, de ce qu'il veut, comment il va s'approprier le bien, de lui faire aussi un diagnostic, je dirais, global. Alors, global qui porte bien entendu sur tout, je ne reprendrai pas, y compris le plomb, parce qu'un certain nombre de choses sont faites, ou autres, mais on sait qu'il reste. Mais ça va de l'assainissement, ça va de l'énergie, donc l'isolation, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce logement, et de la qualité, l'humidité dans le logement, et autres, ainsi de suite. Bon. Donc, lui faire un diagnostic complet, et ensuite, dernière étape, chiffrer. Pas à l'euro près, mais on va dire à la centaine ou milliers d'euros. Bon, on n'est pas tout à fait à la décimale près, mais de chiffrer, si vous voulez, le coût de ces travaux, l'estimation de ce coût de ces travaux, et donc voir par rapport à sa capacité, combien il devrait payer ce bien pour pouvoir effectivement le financer. Alors, nous avons commencé effectivement cette expérience, qui est un petit succès. Nous allons essayer de la développer avec l'appui des réseaux des notaires, des agents immobiliers et autres, ainsi de suite. Et on a trouvé, peut-être un peu à notre surprise d'ailleurs, des gens intéressés sur ce problème. Parce que je crois que c'est vraiment un problème humain, enfin je dis d'humanité, de respect de la personne. Je crois qu'aujourd'hui, si on veut être intelligent, il faut qu'on travaille tous ensemble et qu'on prenne tous ensemble la dimension, je dirais, humaine de ce problème. Vous savez, après on s'étonne, on dit oui, il y a des taudis, il y a des gens qui terminent à la rue, il y a des gens qui ceci, cela. Vous savez bien qu'un logement de mauvaise qualité a des conséquences à la fois sur la santé, mais après il peut avoir des conséquences beaucoup plus graves sur l'éducation des enfants, sur le comportement, sur la stabilité au travail et autres. Donc pour nous, c'est fondamental. Et dans une économie, je dirais, un petit peu libérée, eh bien, il faut mettre des garde-fous. Et je crois que notre mission, c'est d'avoir des garde-fous. Et moi, je fais un petit peu un appel pour que là aussi, y compris donc dans le cadre du CAUE, mais de l'ensemble des partenaires, on puisse, sur cette approche et cet exemple, travailler ensemble, essayer
Alors, est-ce qu'il faudrait le généraliser? Ce serait bien de faire avancer peut-être le législateur dans le domaine. Encore faut-il que les gens qui accomplissent cette mission soient des gens neutres, experts, hein, et pas, effectivement, excusez un peu le problème, mais à coquiner à des filières ou à des intérêts particuliers. Mais je crois que c'est fondamental. Alors, autant on peut le faire, vous voyez, très concrètement sur un accident. Après, on peut peut-être le faire aussi dans d'autres domaines, lors de mutations de locataires ou autres. C'est une autre question, et c'est d'autres perspectives. Merci pour cet éclairage très utile sur ce questionnement. On va poursuivre avec Yann Février de la CAPEB. Alors, à plusieurs reprises, aujourd'hui, on a parlé des artisans du bâtiment ou des entreprises de TP, à la fois comme important pour accompagner la rénovation énergétique en proximité, de manière à ce que finalement cette activité soit pas délocalisable. Enfin, Pierre Lévy a évoqué notamment le fait qu'il est peut-être plus heureux d'investir dans la rénovation énergétique et de faire travailler les artisans localement plutôt que de payer évidemment nos fournisseurs de pétrole et de gaz qui sont aux quatre coins du monde et qui servent des intérêts qui ne sont pas forcément ceux qu'on a envie de défendre. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, à plusieurs reprises, on a aussi eu des interpellations sur des interventions d'artisans du bâtiment qui n'étaient pas toujours à la hauteur des attentes de leurs clients en matière de rénovation énergétique, avec parfois des promesses non tenues. Donc comment vous faites avec la CAPEB pour faire face, y compris à l'accélération qui a été plusieurs fois soulignée, des labels et qui s'additionnent du BBC au BPOS, RGE, etc. Alors, votre point de vue. Donc effectivement, la CAPEB et plus globalement les entreprises du bâtiment, on accompagne, on a parfois anticipé aussi les réglementations à venir. La dernière, la loi de transition énergétique, on l'a vu arriver cet été. On regarde d'abord ce qui va nous concerner, nous, la filière bâtiment. Donc on attend beaucoup, par exemple, du carnet de suivi l'entretien du logement. Et puis il y a tout un tas de dispositifs aussi qui doivent se traduire, parce qu'il y a des idées, mais après on attend les décrets, les arrêtés. Nous, on forme, on informe les entreprises. La CAPEB organise le salon Artibat qui a lieu tous les 2 ans. Et le thème bâtiment responsable, l'énergie sera au centre de la thématique l'année prochaine, mais en remettant l'humain, la personne, l'usager au centre d'abord. Après, sur l'aspect amélioration énergétique, évidemment, le gros marqueur, c'est les entreprises RGE, reconnues garants de l'environnement. Donc c'est le dispositif qui permet aux particuliers d'avoir droit à des aides s'ils font appel à des entreprises RGE. Crédit d'impôt, éco-prêt à taux zéro, certificat d'économie d'énergie par exemple. Concrètement, en Pays de la Loire, on a actuellement à peu près 4200 entreprises labellisées RGE. Certaines ayant plusieurs casquettes, puisque quand on fonctionne par domaine d'activité, isolation des murs, toiture, les remplacements de menuiserie, chaudière condensation, et puis après toute la famille des énergies renouvelables. Faut savoir qu'on a anticipé ça par exemple à la CAPEB en développant dès 2007 la marque Éco-Artisan. L'idée, c'était de faire monter en compétence justement le professionnel pour qu'il soit de bons conseils, qu'il connaisse les solutions techniques et favoriser le travailler ensemble. Et puis replacer aussi l'entreprise, l'artisan dans la chaîne d'acteurs, parce que chacun son travail. Effectivement, connaître un petit peu qui peut conseiller, financer. Donc de ce côté-là, c'est un petit peu compliqué effectivement, mais ça se met en place. Ça a l'air de se stabiliser. Et c'est 1700 éco-artisans au Pays de la Loire actuellement. Ensuite, sur le volet plutôt patrimoine, alors RGE, éco-artisan, on est bien sur la rénovation thermique. Il n'y a pas forcément la dimension patrimoniale. On est sur la rénovation classique. Et ça passe par de la formation aux économies d'énergie, le dispositif FIBAT.
qui est en 3 jours de formation, où là, on va identifier les enjeux qui sont liés au bâtiment, sur l'aspect énergétique, gaz à effet de serre, etc. Après, les différents types de bâtiments et leur évolution technique. Et on rejoint le volet patrimonial, on va dire la grosse fracture qu'il y a entre avant et après-guerre, comportement thermique et comportement hydrique. Donc, le dispositif FIBAT, la formation FIBAT n'est pas purement orientée patrimoine, ou bâti ancien, mais on insiste fortement sur quand on est sur avant-guerre, attention, ce n'est pas le même comportement, la pierre, etc. Donc toutes les solutions techniques ne sont pas forcément bonnes. Et on rejoint ce qu'on a vu ce matin avec des matériaux, on va dire, pas adaptés. Donc ça, c'est la dimension patrimoniale, elle est là, dans cette formation-là. Et puis après, on a des formations qui sont plus spécifiques là sur le bâti ancien. Par exemple, à la CAPEB, on a le CIP mention patrimoine. On reconnaît les entreprises qui ont des compétences en bâti ancien. Donc on est vraiment sur les techniques, restauration du bâti ancien, mise en valeur, etc., réversibilité, mais on met quand même un petit coup sur comment je peux, malgré tout en conservant ce bâti ancien, amener du confort. Donc là, effectivement, on déroule assez régulièrement les mises en œuvre de matériaux plutôt biosourcés, enfin ce qu'on a vu aussi cet après-midi, ça fait un écho à ça. Alors justement, puisque vous évoquez ces matériaux biosourcés, il y a un des intervenants qui, tout à l'heure, a mis en perspective que les économies d'énergie, c'est bien, mais l'efficacité en termes d'émissions de gaz à effet de serre aussi. Quel regard vous avez justement sur la contribution que ces matériaux biosourcés peuvent apporter à ce double objectif ? Effectivement, le marqueur gaz à effet de serre, on va dire la dimension carbone, elle est de plus en plus prégnante et on voit bien que ça va être, si on parle de réchauffement climatique, c'est pas forcément la consommation d'énergie qui va compter, mais c'est les émissions de gaz à effet de serre. Donc dans ce cadre-là, le bâti qui existe déjà, effectivement, il va réduire son impact carbone parce que on n'a pas à le construire. D'un autre côté, il consomme un peu plus que le bâti neuf. Donc il y a des études qui sont faites actuellement. Alors effectivement, les résultats, ils sont plus ou moins bons, suivant si on dit le bâtiment, il va durer 40, 50, 60 ans. Ça dépend après de la durée d'exploitation. Et puis s'agissant des matériaux biosourcés, ils sont effectivement bien placés parce qu'ils stockent du carbone souvent, et puis ils sont d'origine végétale. Et aussi, après, par rapport à l'énergie nécessaire à leur transformation, eh bien, ce sont en général des matériaux qui nécessitent peu de chauffage ou de séchage, etc. Donc ils sont plutôt bien adaptés aussi pour ce volet-là, et avec des phénomènes qui ont été un petit peu mis en valeur dans le film, effectivement, des comportements hydriques, etc., qui ne sont pas mesurables quand on fait une étude thermique, qui sont difficilement prises en compte dans les moteurs de calcul actuels. Donc ça, c'est un bonus, mais qui n'apparaît pas quand on va additionner les résistances thermiques des différents matériaux. Merci. On arrive au terme de cette table ronde. Est-ce qu'éventuellement, de votre côté, vous avez des questions, des réactions à ce qui a été dit par les uns ou par les autres pour nourrir les débats entre nous? Oui, ça commence à être la fin de journée, ça commence à être difficile. En même temps, je pense qu'on a en effet passé en revue beaucoup de questionnements et aussi de démarches qui permettent de concilier ces deux enjeux qui sont évidemment la préservation du patrimoine bâti et l'objectif d'efficacité énergétique. Je pense que Pierre Lévy, mais aussi d'autres intervenants, ont beaucoup défendu l'approche globale. On peut même voir que Saint-Nazaire a été jusqu'à mobiliser l'ACV du bâtiment pour vraiment penser la rénovation, les extensions, l'aménagement avec tous les paramètres. Et on a vu aussi qu'on est loin d'avoir en fait réglé un certain nombre de problématiques liées à l'usage et au mode de vie, et qu'en la matière, les dispositifs d'accompagnement, de conseil, de pédagogie sont nécessaires.
Je suis un peu inquiet d'ailleurs que le nouveau compteur Limki soit en kilowatts et pas en euros. On n'est pas sorti de l'auberge. Donc on voit bien qu'il y a vraiment un travail sur ce terrain à faire pour que, en effet, on ne voit pas les conditions de vie se dégrader dans des bâtiments qui sont très performants sur le plan énergétique, mais dans lesquels on ne serait pas si bien que ça parce qu'on n'arrive pas à bien vivre avec. Et puis, on voit bien que c'est l'addition aussi des compétences et des complémentarités entre architectes, acteurs du bâtiment, CAE, ADEME, bailleurs sociaux, bailleurs privés et collectivités qu'on va peut-être arriver à atteindre les objectifs de réduction par 4 de nos consommations énergétiques et puis sans doute dans la diversification aussi des sources d'énergie. On a vu plusieurs exemples qui permettaient d'appréhender peut-être aussi demain l'intégration de nouveaux besoins, de nouvelles articulations entre nos objets connectés, qui peuvent certes des facteurs de consommation, mais peuvent aussi des facteurs de restitution d'énergie. On sait bien que le petit compteur Linky, il est là pour permettre à EDF d'appréhender plus globalement nos consommations et peut-être d'intégrer dans ces consommations nos véhicules électriques comme source d'énergie, dans un sens qu'on va dévider ou remplir en fonction des besoins. Voilà, donc les perspectives en la matière sont encore nombreuses. On a vu aussi que des problématiques évidemment du bâti ancien avant 48 sont complexes. Ces problématiques d'hygrométrie, de maîtrise des expositions qui avaient été choisies à l'époque font que, en la matière, les recherches sont nécessaires. On en a eu un petit exposé avec le CEREMA. Je vous renvoie à leurs études qui sont disponibles en ligne, qui permettent de constater qu'il faut y aller à pas mesurés et en effet pas subir l'accélération avec le risque de provoquer des investissements dont les performances attendues ne seront pas au rendez-vous. Merci encore pour votre attention et merci à tous les intervenants autour de la table d'avoir contribué à cette journée. Bonne fin de journée.